Bonsoir les camarades, bonsoir la famille, connectez-vous, ouais. Aujourd'hui là, j'ai pris du retard, mais bon, vous connaissez, hein. Souvent tu es là et puis bon, le temps gagne temps avec toi, sans que tu ne t'en rendes compte. Soyez salués, ceux qui sont là, connectez-vous, partagez. Je vais partager mon tour. Connectez-vous, soyez salués. Je vais partager mon tour. Connectez-vous, soyez salués. Je vais partager mon tour. Voilà. Bonsoir, bonsoir les camarades, bonsoir à tous ceux qui sont là. Partagez le direct, partagez. Saluez-moi pour que je puisse vous saluer parce que ouais, soyez salués, soyez salués. Vous connaissez l'affaire de Gbagbo là, on ne laisse pas. Voilà. Il a dit, on va essayer de voir. Oui, mon frère, Julien Go. Vrai, Aouiaka. Ça, salut. Bon, les amis, je crois qu'on peut avancer, ok? Voilà. Bonsoir, bonsoir à tous ceux qui sont là. Nina Léa Bayoro. Ça, c'est ma soeur. Bayoro, là, c'est BT ou bien c'est Yakuba? Bayoro, ça ressemble un peu à BT, hein? C'est la famille, hein? Voilà. Ça, c'est un nom ivoirien de souche. On connaît l'affaire, là. C'est que si les gens, les jaloux, ils peuvent aller sur la route de Jesco. Voilà. Salut, salut, salut les amis, salut la famille, moi c'est le président Lota. Je m'invite cette nuit chez vous à travers vos différents réseaux sociaux pour vous apporter ma contribution dans la lutte ivoirienne. La lutte ivoirienne qui a fait assez de morts, de déplacés, de guerres et de prisonniers politiques. À l'heure où je suis en train de vous parler, nous avons nos frères, nos sœurs qui sont en prison pour des questions débiles, bidons, soit de cola, soit des vidéos, soit des gens qui ne respectent pas Alassane Draman Ouattara, comme si le respect c'était quelque chose qu'on achetait. Non, ça se mérite. Voilà. Si Draman veut le respect des Ivoiriens, il doit le mériter. Il ne doit pas foutre les Ivoiriens en prison, fouler au pied notre constitution et puis exiger le respect en même temps. Ça ne se fait pas. Si Draman Ouattara est un hors-la-loi, ce n'est pas moi qui le dis, c'est un dictateur, c'était, comment on dit ça là même, un rebelle, un chef rebelle. Ce n'est pas à nous de dire le contraire. Donc ce soir, les amis, nous allons parler de beaucoup de choses, vraiment beaucoup de choses. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, j'ai vu une vieille vidéo de ce toka de, comment on appelle là même, ministre de Alassane Draman Ouattara, qui lui essayait de défendre Alassane Draman Ouattara ou de défendre la constitution, essayait d'expliquer par A plus B comment ils sont arrivés à sauter le verrou de la constitution ivoirienne. Parce qu'à cette époque, le président Gbagbo, il n'était pas là. Donc, ils se sont arrangés entre anciens rebelles ou anciens amis pour pouvoir faire une constitution à leur taille. Donc, ils vont nous expliquer. Je vais essayer de vous partager la vidéo, puisque vous pouvez aller sur ma page, vous allez voir la vidéo. Mais après, nous allons essayer de parler aussi de notre maman, la modèle, qui essaie d'expliquer aux Ivoiriens, qui essaie de sortir comme dans ses habitudes, faire plaisir aux Ivoiriens, mobiliser un peu la jeunesse ivoirienne et dire aux femmes que la politique, ce n'est pas seulement réservé pour les hommes, mais bon, ce n'est pas seulement réservé pour les intellectuels, mais c'est réservé un peu à tous les Ivoiriens. Et dans le même temps, on va faire un tour aussi au Mali, où ce que les gens ont dit quelques mois en arrière que c'était impossible, est devenu possible. Les chantages qu'ils ont fait aux Maliens, les sanctions qu'ils ont mis au Mali, aujourd'hui, se retrouver dans cette posture-là, c'est vraiment extraordinaire. Hier, c'était pour moi comme c'était janvier, tu vois, le jour de l'an. C'est-à-dire que quelqu'un qui a tapé sa poitrine, qui a crié haut et fort, en disant, oui,
C'est foutaise. Ils ont pris en otage les Ivoiriens. Aujourd'hui, ces mêmes personnes-là se rendent au Mali et ils demandent pardon comme des gamins. Ils vont s'humilier. Parce que mine de rien, j'ai dit ici aux Ivoiriens que Draman Ouattara et son gouvernement ne représentent pas la Côte d'Ivoire. Quand tu te fais réélire avec 5%, c'est-à-dire que tu n'es même pas, je ne sais pas comment on peut appeler ça, parce qu'ils ne représentent pas les Ivoiriens. Donc les amis, on va aller d'abord avec pourquoi ils ont changé la constitution et dans le même temps dire à ceux qui disent au président Gbagbo Laurent qu'ils vont remettre encore l'âge de 75 ans, limitation d'âge, à ceux-là, cette vidéo-là s'adresse parce que le président Laurent Gbagbo n'était pas là quand il faisait cette magouille-là. Donc les amis, allons un peu plus vite parce que je me suis endormi et... En son temps, nous on était au PDCI-RDA, j'étais secrétaire exécutif du PDCI-RDA en charge de la communication, porte-parole du PDCI. Lorsque cette loi est arrivée au Parlement, les députés du PDCI-RDA avaient émis des réserves sous le prétexte que si on vote une nouvelle constitution, alors le président Alassane Ouattara pouvait être candidat en 2020. Ils ont même attendu pendant un mois par rapport à cette réserve que le président Bédi a fait lever. Après avoir été assuré par le ministre de la Justice, certainement. Non, non, non. Pas après avoir assuré. Écoutez-moi bien, parce que je suis dans une logique. Respectez-moi cette logique-là. Alors, quand le président leur a dit non, d'étudier le texte, les députés ont renchéri pour dire que même si on doit l'étudier, il faut que ça nous arrive sous forme d'un texte que nous allons réviser. Il faut plutôt réviser la Constitution. Mais au PDCI-RDA, on n'a pas voulu. Et ils ont demandé que de façon expresse, on dise dans le texte que le président Alassane Ouattara, dans le cadre de la Troisième République, ne pouvait plus être candidat. Le président Bédi a refusé et dit quand vous allez à des négociations, vous ne pouvez pas tout. Comme il est au RHDP, il ne dit pas la vérité. Donc c'est Bédier qui, lui, n'est pas au pouvoir là, qui va refuser, qui va accepter qu'Alassane Draman Ouattara, qui a déjà fait ses 2 mandats, fasse un 3e mandat. Vous voyez que ça ne tient pas la route, mais allons-y. Le verrou de l'âge a sauté. Nous avons demandé qu'il y ait un vice-président, parce que c'est le PDCI qui avait demandé cela, qu'il y ait un vice-président, ça a été accepté. Le verrou de l'âge, 75 ans, saute également. Et ce qui m'importe le plus, c'est de condamner les coups d'État. Parce qu'il a dit que les coups d'État doivent être condamnés. Et il a dit que les coups d'État sont des crimes imprescriptibles. Quand vous dites il a dit, vous faites allusion à Bédier. Que les coups d'État sont imprescriptibles. Il faut que ce soit marqué dans la Constitution. Mais je suis étonné de voir Adjoumani parler de Bédier en ces termes-là. Que c'est Bédier, c'est comme si c'est Bédier qui avait fait la constitution qui a permis à Alassane Draman Ouattara d'être candidat pour la 3e fois. Je prends sur moi en disant que Alassane Ouattara, ce n'est pas un enfant. Alassane Ouattara, c'est lui qui était au pouvoir. Donc quand on fait une constitution qui ne l'arrange pas, et en temps normal, en tant qu'un être humain qui respecte la loi de son pays, il devait savoir que la constitution ne lui permettait pas de faire un 3e mandat. Même si Bédier le voulait, mais lui pouvait dire non, la constitution actuelle ne me permet pas, moi, Alassane Draman Ouattara, le bouvier, l'assassin, le rebelle, le chef rebelle qui a permis aux Ivoiriens d'être divisés aujourd'hui parce que lui, sa rentrée en politique a coïncidé avec les histoires des Burkinabés, des Maliens, des Guinéens qui sont rentrés dans la politique. Aujourd'hui, ces personnes-là, ils vont se faire enrôler pour voter pour Alassane Draman Ouattara. Mamadou Coulibaly nous avait dit avant-hier que Alassane Draman Ouattara, c'était sa manière à lui. Il enrôlait dans l'armée des étrangers pour permettre à ces étrangers-là de voter pour lui. Ces étrangers-là n'avaient pas le droit de voter autre personne que lui, Alassane Draman Ouattara. Je salue ici mon frère Bruno Zier, Adèle Kouakou.
Je salue mon frère Mastebi Lago, le PPAC en titre. Je salue Kareka lui-même, mon frère, soit salué. Sylvain Ekpa, le numéro 1 depuis Londres, soit salué, frérot. Donc, écoutez, Djoumani, on avance. Le mot est fort. Monsieur le ministre, est-ce que vous tentez de nous dire que M. Bédier serait allé à une table de négociation, une table du donner et du recevoir, regardez ces personnes et qu'il aurait voulu qu'on lève le verrou de l'âge à 75 ans? En contrepartie, il est conscient que si on fait une nouvelle constitution, M. Ouattara est candidat, donc lui il a pris les 75 ans et laisse M. Ouattara se présenter au cas où il est candidat. Mais quand on met en place une constitution, mais c'est pour justement débattre des sujets actuels. Et à l'époque, il y avait le verrou de l'âge. C'est maintenant qu'on comprend pourquoi le président Bédier tenait tant à ce qu'on fasse sauter le verrou de l'âge. C'est maintenant qu'on comprend parce qu'il voulait... Regardez comment ils sont malhonnêtes au RHDP. Les RDR ne changeront jamais parce que pour appartenir au RHDP ou au RDR, il faudrait que tu sois un malhonnête, un menteur. Il faudrait que tu aies là de mentir, de manipuler les Ivoiriens. C'est-à-dire qu'actuellement, là, si Alassane Draman Ouattara a fait un 3e mandat, c'est parce que Bédier a voulu qu'on change la constitution pour lui permettre d'être candidat. Alors qu'en 2020, Alassane Draman Ouattara avait déjà 78 ans. Donc, il ne pouvait même pas être en 2020 candidat. Donc, ce n'est pas parce que Bédier le voulait, mais parce que Alassane Draman Ouattara lui-même, là, ça l'arrangeait. Mais il faut venir ici faire croire aux Ivoiriens que cette histoire d'âge-là, c'est Bédier qui a formaté tout, c'est Bédier qui a tout mis en place, c'est Bédier qui... Mais celui-même qui pose la question là, ce sont les mêmes qui ont milité ici, matin, midi, soir, depuis l'arrivée du président Gbagbo Laurent, a dit que nous devons ramener l'âge à 75 ans. Donc aujourd'hui, si le ministre Adjoumani est en train de nous expliquer par A plus B que le verrou de 75 ans qui a été enlevé à l'absence du président Laurent Gbagbo n'est pas la faute du président Laurent Gbagbo, mais plutôt celui de Bédier, mais Alassane Draman Ouattara, quand il était candidat à sa succession en 2020, il avait plus de 75 ans. Donc, dites-moi, comment quelqu'un qui a plus de 75 ans peut dire que c'est l'autre qui a fait que lui qui a plus de 75 ans là a fait sauter la verrou de 75 ans? Vous voyez que c'est la manigance, c'est la mafia, ils sont en train d'organiser sur les plateaux de télé, RDR, la télévision ivoirienne consacrée aux étrangers, consacrée aux mensonges, consacrée à la forfaiture. Cette télévision, quand elle sort, quand les journalistes veulent parler, si on ne parle pas de mal du président Laurent Gbagbo, c'est qu'on doit dire qu'Alassane Ouattara a fait des goudrons, a mis goudron dans toute la Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara, grâce à lui, Plateau est sorti des terres. Grâce à Alassane Ouattara, nous avons eu pour la première fois un pont en Côte d'Ivoire. Alors qu'avant l'avènement d'Alassane Draman Ouattara, le pont Félix Houphouët-Boigny existait, les tours Abidjan au plateau existaient, rien n'est nouveau en Côte d'Ivoire. Tout ce qui Draman fait, ce sont des choses qui ont existé et qui existent. Et dans le cadre de l'alternance dont il a parlé, le PDCI pensait que avec la machine du RHDP, il allait s'approprier le pouvoir et après encore le redonner au président Alassane Ouattara. Mais ça n'a pas marché, puisque le président Alassane Ouattara avait souhaité que tous se retirent donc des élections de 2020. Alassane, j'ai dit que c'est un grand malhonnête et méchant. Parce que lui, comme il arrive au pouvoir, alors que les deals qu'ils avaient convenus en 2010 contre le président Laurent Gbagbo, dans la création du RHDP où il y avait Soro Guillaume, le chef rebelle, c'était convenu que lui, Alassane Draman Ouattara, il faisait 5 ans de pouvoir et après il passait le flambeau à Bédier qui lui faisait ses 5 ans et après on donnait en 2020 à Soro Guillaume, le petit rebelle. Mais Draman Ouattara étant tellement malhonnête, en 2015, il a dit à Bédier, tu as vu les travaux que j'ai commencé, laisse-moi terminer. Va dire à tes parents que je vais terminer, qu'ils me votent
malgré qu'il était seul candidat, mais n'a pas voulu que Bédié soit candidat face à lui parce qu'il sait qu'en Côte d'Ivoire, lui, Alassane Draman Ouattara, s'il est face à un Ivoirien de souche, peu importe ce qu'il va faire pour les Ivoiriens vont toujours voter cet Ivoirien de souche-là. Parce que quand je parle d'Ivoiriens de souche, je ne parle pas des gens qui ont trahi les Ivoiriens, je parle de ceux qui se battent pour les Ivoiriens, comme Babo, comme Bédié de temps en temps qui avait trahi, mais qui est toujours resté dans ses bottes en disant que moi, je suis contre cette histoire de troisième mandat. Là. Donc, vous vous êtes rendu compte très vite que Draman Ouattara, c'est un malhonnête. C'est quelqu'un qui, depuis le début, a toujours voulu prendre le pouvoir, mais ne veut pas le donner à qui que ce soit. Chez lui, l'alternance, là, ce sont des mots vains. Ce sont des mots inutiles, ce sont des mots qui ne le concernent pas. Parce que quand tu vois son comportement vis-à-vis du pouvoir, quand tu vois sa manière de se comporter vis-à-vis des Ivoiriens, on se rend compte que celui-là, il n'a pas l'intention de quitter le pouvoir. Parce que quand tu veux quitter le pouvoir, tu travailles pour le peuple qui t'a envoyé au pouvoir. Mais quand tu veux garder le pouvoir, tu travailles pour les gens qui t'ont mis au pouvoir. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, les gens qui ont mis Draman Ouattara au pouvoir, ce sont les Bolloré, ce sont les Orange, ce sont les France-Afrique, c'est les gens qui ne sont pas pour le développement de la Côte d'Ivoire, pour l'émergence des Ivoiriens. Parce que quand on dit le SMIC, c'est combien d'Ivoiriens qui vont toucher ça? Ça, c'est la point d'interrogation. Avec quoi il va payer les Ivoiriens? Les amis, on écoute la suite et après on va avancer. La passe à la nouvelle génération, ce que le président Bédié n'a jamais accepté. Donc c'est dire que en son temps, le président Bédié était d'accord pour que il y ait une nouvelle constitution parce que son souhait, c'était d'effacer les traces de Guy Robert. Et ça, il a dit. C'était d'effacer les traces de Guy Robert. Donc il y a une nouvelle constitution. On doit en tirer les conséquences. Donc vous voulez nous dire que la constitution de la Côte d'Ivoire, qui est un instrument qui tient le pays, fait l'objet d'autant de marchandage entre éléments des partis politiques. Oui, mais quand on va, quand au moment où Guy mettait en place la nouvelle constitution, on sait ce qui s'est passé. Au départ, on sait ce qui s'est passé. Le président Gbagbo était de connivence avec Guy Robert pour mettre en place une constitution qui était taillée sur mesure, et vous le savez très bien. Monsieur le ministre, nous savions ce que cela entraînait. C'est ça qui est la réalité. Au RHDP, on ne sait pas c'est quoi dire la vérité. Parce que, mine de rien, Alassane Draman Ouattara, depuis le début, est dans ses manigances. Actuellement, il ne cherche pas un candidat qui va le succéder. Actuellement, il est en train de chercher comment manipuler la Constitution à sa guise pour que le président Laurent Gbagbo ou Bédié ne soit pas candidat face à lui. Parce que lui, il n'a pas besoin d'un candidat comme le président Laurent Gbagbo qui est trop aimé par les Ivoiriens. La preuve est là. Quand Gbagbo a dit, excusez-moi, quand Gbagbo a dit aux Ivoiriens, allez vous faire enrôler, aujourd'hui là, les enrôlés là, c'est plus de 75% qui se sont fait inscrire sur la liste électorale. Alors que depuis 2011, toutes les élections, c'est une histoire de 21%, 15%, 7%, maximum 21%. Depuis Draman Ouattara a pris le pouvoir. C'est pour dire que la majorité des Ivoiriens, ils aiment le président Laurent Gbagbo. Peu importe que ce soit Bédié ou Draman Ouattara, les Ivoiriens les ont vomis parce que ce ne sont pas des gens qui se battent pour la nation ivoirienne. Regardez aujourd'hui, c'est confirmé ce que j'ai dit là. Allez dire sur le site de, comment on dit ça, de la CEI. Vous-même, vous allez voir ce que la CEI a écrit. Les gens qui se sont fait enrôler, c'est des milliers d'Ivoiriens. Parce qu'ils savent que la réalité va se passer en 2025. C'est parce qu'ils savent que les vrais Ivoiriens vont venir au pouvoir. C'est parce qu'ils savent que les Ivoiriens qui pensent à eux, qui vont changer leur vie, qui vont s'arranger de toute sorte qu'un Ivoirien ne dormira plus jamais dans un cimetière, qui vont faire de toute sorte qu'un Ivoirien ait le sourire, qui vont faire de toute sorte que les Ivoiriens ne soient pas humiliés face aux Maliens ou aux Burkinabés ou je ne sais quoi devant la France. Vraiment, il faut des Ivoiriens de souche au pouvoir. Il faut des Ivoiriens qui pensent à leurs enfants, leurs petits-enfants. Draman Ouattara, ses enfants sont tous américains. Sa femme, française. Kandia Kamara, ministre des Affaires étrangères, guinéenne.
Adama Bitogo, Burkinabé, ils ont tous leurs parents qui ne sont pas des Ivoiriens. Ils en ont que faire des Ivoiriens. Les Ivoiriens peuvent chanter sur les réseaux sociaux, pleurer dans des tentes au milieu d'Abidjan, peuvent crier ce qu'ils veulent, leur ras le bol, c'est leur problème parce que eux, actuellement, ils ont l'armée avec eux, ils ont la France-Afrique avec eux. Mais vous allez voir que très bientôt, les choses vont vraiment changer à l'avantage des Ivoiriens. Parce que mine de rien, quand Draman Ouattara a envoyé son petit frère au Burkina hier, c'est pour aller dire à Assimi Goïta qu'il ne veut pas que le Mali soit une base arrière de déstabilisation de la Côte d'Ivoire. Alors que nous savons comment ça marche. Nous connaissons pourquoi est-ce qu'ils ont fait signer à Assimi Goïta ces gens d'accords-là. Parce que vous-même, vous savez très bien, Draman Ouattara a beaucoup peur de se faire déstabiliser par les pays d'environ, ou bien les pays comme le Burkina, le Mali, parce qu'il y a la vengeance en l'air. Quand tu trahis ceux qui t'ont envoyé au pouvoir, tu dois toujours t'attendre à un retour. Et c'est ce retour-là qui fait que Soro Guillaume, étant à l'étranger, étant vivant, ça chauffe sa tête. Soro Guillaume, étant en liberté, ça fait qu'il ne peut pas dormir. Les éléments de IB étant devenus haineux, rageux. Les éléments d'Ahmed Bakayoko étant devenus jaloux, aigris. Les éléments de tous les Ivoiriens, les Ouattao et consorts. Actuellement, Draman Ouattara sait très bien que s'il y a une rébellion qui éclate, qui vient d'un pays voisin, ça va l'emporter. Ce n'est pas les Ivoiriens qui sortiront les mains haut pour barrer les calaches. Ça ne va jamais arriver quand il s'agira d'Alassane Draman Ouattara. Donc, les amis, on va faire un bond vers le Mali et on va écouter ce qui s'est passé hier. L'humiliation que Draman Ouattara a pris à la face du monde. Parce qu'on n'aurait jamais su que le petit frère d'Alassane Draman Ouattara allait aller s'engenouer devant Assimi Goïta, qui est leur petit-fils, qui est leur dernier fils, qui est celui-là même qui n'aurait jamais dû imaginer que celui-là allait les humilier de cette sorte. Alors que ce monsieur-là, la sagesse a voulu qu'il dise dès le départ à Alassane Draman Ouattara, envoie tes parents venir s'excuser et l'affaire-là, on va régler. Ils ont tapé les muscles parce que la France leur avait dit, on est avec vous, on est tout près au Niger, on va faire un coup d'État au cas où vous faites rentrer vos soldats, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Les amis, écoutons ensemble et après, on va, tout à l'heure, on va rebondir sur ça. Voilà, parce que comme ils ne connaissent pas la honte, ils entraînent toujours les Ivoiriens dans ça. Parce que nous autres, là, on va faire comment? Nous, on est obligés d'être toujours... Tout où ils nous envoient, nous, on va ou bien? De la coopération régionale et des Burkinabés de l'ex... Partout où Draman Ouattara nous envoie, nous, on suit. Voilà, nous, on aime trop... Quand il tape poteau là, c'est ça nous on veut là même. L'affaire où Draman tape poteau là, c'est ça même qui nous enjaille. Voilà, les amis, voilà la vidéo qui est là. Entre le Mali et la Côte d'Ivoire depuis quelques mois. Comme vous le savez, il y a eu un malentendu entre... Non, attends, mon vieux, il n'y a pas eu encore malentendu, attends. Voilà. Le ministre des Affaires étrangères du Togo à la tête d'une forte délégation reçue par le président de la transition. Cette audience élargie à certains membres du gouvernement a essentiellement porté sur la situation des militaires ivoiriens en détention ici au Mali. Une situation qui met à froid les relations bilatérales qui existent entre le Mali et la Côte d'Ivoire depuis quelques mois. Comme vous le savez, il y a eu un malentendu entre la République du Mali et la République de Côte d'Ivoire il y a de cela quelques mois. Il était bon que nous puissions nous rencontrer pour en parler et c'est ce que nous avons fait avec nos frères maliens. Et le président Assimi Goïta nous a fait l'honneur de nous recevoir pour que je puisse lui transmettre les messages du président Ouattara, ce que nous venons de faire. Il n'appelle plus Assimi Goïta la junte malienne, mais plutôt le président Assimi Goïta. C'est ça la réalité. Dans la vie, quand tu es rempli d'orgueil, tu humilies ton peuple. C'est comme ça que Dieu va t'humilier devant la face du monde entier. Dieu l'envoie au Mali pour se faire ridiculiser. Parce que c'est comme ça l'affaire là. Quand vous pensez que vous avez déjà réussi, quand vous pensez que vous êtes trop arrivé, quand vous pensez que mettre les gens comme 007 en prison, ça fait de vous des stars. Quand vous pensez que vous avez mis Plicherik Balé en prison, ça fait vous des super puissants. Vous êtes trompés parce que Dieu, il finira toujours par vous envoyer quelqu'un qui est plus fort que vous, qui va vous humilier dans des situations où vous pouvez régler ça à l'amiable dès le départ. On a vu ici
communiqué du gouvernement d'Alassane Draman Ouattara en disant aux Ivoiriens, ils ont pris en otage ces soldats soi-disant ivoiriens, pour ne pas dire ces mercenaires. Mais aujourd'hui, je suis étonné que lui-même là, qui a dit que c'était un chantage qu'on faisait à la Côte d'Ivoire, se retourne et dit encore à la population ivoirienne que c'était un malentendu, c'était une histoire des documents qu'ils n'ont pas signés, c'était parce qu'ils ne se sont pas attendus. Mais c'est sur quoi ils allaient s'attendre. C'est ça la réalité. Aujourd'hui, France 24 est en train de nous dire qu'Alassane Draman Ouattara est parti signer des accords. Est parti signer des accords avec, comment on dit là, avec le Mali pour la non-déstabilisation de la Côte d'Ivoire. Mais moi, ça me fait rire parce que ce n'est pas ça le point. Le point là, ce n'est même pas là-bas. Ce n'est pas ça le vrai point. Le vrai point là, c'est qu'est-ce qui s'est passé? De quoi on parle actuellement là? Est-ce que les Ivoiriens ont-ils eu raison des Maliens? Est-ce que les Maliens, ils étaient dans leur droit en disant que ce sont des mercenaires? Est-ce qu'ils ont donné l'opportunité aux Maliens de s'exprimer à l'ONU comme ils ont dit qu'ils allaient le faire? Si vous avez dit que c'est une prise d'otage, vous aurez eu le courage de montrer aux Ivoiriens par A plus B que ces personnes-là sont en otage vraiment. Et vous allez chercher à les libérer. Vous avez fait du chantage, du vous-vous-là. Vous vous êtes tapé la poitrine. Vous avez voulu démontrer par A plus B que la France-Afrique, ça tient toujours bon en Afrique. La France-Afrique, ils ont oublié que c'est du temps passé. La France-Afrique, depuis que Gbagbo les a démystifiés, ils n'existent plus. Aujourd'hui en Afrique, quand on dit tu es français, on n'en a rien à foutre. Quand on dit tu as été envoyé par le gouvernement français, on te rapatrie comme ça s'est fait tout aujourd'hui au Burkina. Quand on dit tu es un Français et que tu viens de la France, ça ne casse plus œuf parce que le président Laurent Gbagbo les a démystifiés. Aujourd'hui, un Africain, quand il voit le gouvernement français se comporter en Afrique, automatiquement, la première personne que nous voyons le président Laurent Gbagbo qui a été bombardé injustement pour l'enlever du pouvoir. Les gens qui sont là, qui nous racontent les conneries que Draman Ouattara a mis pont ici, a mis goudron là-bas, nous on n'en a rien à foutre. Est-ce que vous avez laissé le président Laurent Gbagbo travailler? La question est là. Personne ne veut répondre de ça. Quand on dit est-ce que Draman Ouattara est un chef rebelle, personne ne veut répondre de ça. Est-ce que Draman Ouattara a-t-il financé Kone Zakaria? Est-ce qu'il a donné 25 millions chaque fin du mois à Kone Zakaria pour lui permettre de déstabiliser le gouvernement du président Laurent Gbagbo? Ont-ils laissé l'opportunité au président Laurent Gbagbo de s'exprimer pleinement? Non. Ils ont fait du vous-vous-là, de l'à peu près. Ils ont fait de la France-Afrique en Côte d'Ivoire, saboter la gouvernance du président Laurent Gbagbo, donner les pleins pouvoirs à Alassane Draman Ouattara, sans contestation, dire aux Ivoiriens que Draman Ouattara fait des ponts, des projets où il n'a pas l'argent de ça, endetter la Côte d'Ivoire. Il n'a jamais rien apporté dans les caisses de l'État. Regardez hier, je vois Alassane Draman Ouattara et ses ministres tordus avec des projets bidons, dire qu'ils vont créer une société qui va ouvrir ça en 2030. Une société qui va broyer les fèves de cacao. C'est-à-dire qu'après 12 ans de pouvoir, c'est aujourd'hui qu'ils vont ouvrir des sociétés pour faire travailler des Ivoiriens. C'est ça la magouille. C'est ça la France-Afrique. La France-Afrique, ils font des projets qui font tourner les gens en rond. La France-Afrique, on s'arrange de toute sorte que le gouvernement qui est là ne réalise rien de bon pour son peuple, mais qui va dépenser des milliards pour que la France-Afrique puisse toujours exister. Ces mêmes personnes qui vont à l'ONU dire qu'ils vont apporter de l'aide à l'Afrique, ce sont ces mêmes personnes-là qui n'apportent rien à l'Afrique. Je vous prends l'exemple, par exemple, de l'Ukraine. Ils ont prêté 100 milliards, 200 milliards. Mais toutefois, quand ils posent la question aux Ukrainiens, ils n'ont jamais vu la couleur de cet argent de leurs yeux. C'est la même mafia qu'ils organisent en Afrique. Ils promettent des sommes qu'ils ne donnent jamais aux Africains parce que les dirigeants sont corrompus. Ils n'ont pas le courage de dire à leur peuple que les gens là, ils nous ont promis 100 milliards, ils ne nous ont jamais donné. On a vu quelques dirigeants africains qui ont eu le courage de dire que la France promet de l'argent qu'elle ne donne jamais. L'Union européenne parle des sommes qu'elle ne va jamais vous remettre. Et c'est ça que nous voyons aujourd'hui avec la gouvernance d'Alassane Draman Ouattara. Ils lui ont donné, je ne sais pas, des milliards qu'il n'a jamais reçus et pour taxer les Ivoiriens, pour faire travailler les Ivoiriens, esclavagiser les Ivoiriens. Comment on dit là même?
la Banque mondiale écrit oui, nous avons pris telle somme de milliards, nous avons pris tout ça. Mais quand tu vois le budget de la construction d'un pont, toi-même tu es choqué. Comment on peut prendre pour la construction d'un métro qui a coûté 100 milliards au Sénégal? Ce même métro, quand il arrive en Côte d'Ivoire, il coûte 1100 milliards. Et comment est-ce que vous pouvez financer ces genres de projets tout en sachant que c'est de l'arnaque? Ce n'est pas possible parce que quand on dit que tu es un investisseur, quand on vient te proposer un projet, mais tu examines le projet, mais tu ne vas pas avec des projets bidons, financer des projets que tu sais que le gars ne va jamais rembourser. Si ce n'est pas parce qu'ils ont l'intention d'esclavagiser les Ivoiriens qu'ils acceptent ces genres de projets bidons. Parce que un métro, j'ai dit bien métro, je ne dis pas tramway. Ce qu'ils sont en train de faire à Abidjan, c'est tramway, ce n'est pas métro. Métro là, c'est sous la terre. Les tramways là, c'est ce qui est au-dessus là, avec l'électrique. Alors, comment on va faire avec Alassane Draman Ouattara sous nos mains? Les Ivoiriens ont trouvé la solution. Ils se sont fait enrouler massivement. Ils attendent Alassane Draman Ouattara au tournant. Le tournant là, c'est 2025. Oui, le tournant, c'est 2025. Et 2025 là, les Ivoiriens qui m'ont appelé, vraiment, après le direct, je vais vous envoyer les différents numéros des représentations qui sont à Yopougon. Et vous allez récupérer vos cartes. Vous allez envoyer, vous faire enrouler, prendre vos numéros, ainsi de suite. Et après, vous allez changer avec ces différentes représentations-là. Et vous allez prendre vos cartes. Donc, les amis, c'était pour vous dire que Draman Ouattara a pris la raclée depuis sa gouvernance. Bon, il avait tapé des poteaux, hein, mais bon, hélas. Parce que face au président Gbagbo Laurent, ils ont tapé poteau. Parce qu'ils ont voulu que le président Laurent Gbagbo soit condamné. La CPI a dit que ce n'est pas possible de condamner quelqu'un qui a été agressé. Ça ne se fait pas. Mais néanmoins, ils ont perdu 10 ans au président Laurent Gbagbo parce qu'il fallait laisser Alassane Draman Ouattara gérer le pays sans que qui que ce soit puisse le déranger. Oui, la grande sœur Michel Tawa, bonne arrivée, sois salué. Soyez tous bénis, vous qui êtes sur le direct. Partagez le direct, voilà. Mata Tawa, sois salué. Soyez salués, Bleignaz. Abasso, soit salué, soyez tous salués vous qui êtes là. Venez, on va écouter le discours de notre maman Odette Lorignon. Oui, cette dame courageuse, cette dame-là qui fait qu'aujourd'hui, la politique c'est devenu de l'art. Oui, elle démontre par A plus B, les gens comme les Charles Bleu Goudet qui vendent leurs dents pour payer de la viande, ce n'est pas ça la politique. La politique, tu peux être patient, attendre ton tour. Oui, si ça ne vient pas, tu peux aller chercher, mais ce n'est pas dans la magouille, ce n'est pas dans la malhonnêteté, ce n'est pas dans la tricherie, ce n'est pas là se mouvoir, faire croire que oui, les gens ne t'aiment pas. Alors que ce n'est pas parce qu'on ne t'aime pas, c'est parce que tu n'es plus dans le combat. Le jour que tu vas rentrer dans ce combat, le jour que tu redescendras sur les rails, nous les Ivoiriens, on va te suivre parce qu'on n'est pas bête, on n'est pas contre toi. Tu es un Ivoirien de souche, je le dis tout le temps. Moi, si tu es un Ivoirien de souche et que ton combat c'est celui du président Laurent Gbagbo, je suis avec toi. Mais si tu es dans la marmaille, si tu es dans la fidéisme, si tu es dans la marmaille gang, je ne suis pas avec toi, même si tu es un Ivoirien de souche. J'en ai rien à foutre que tu sois un Ivoirien de souche et que tu ne sois pas prêt à te battre pour la cause ivoirienne, la cause africaine. Les Africains se débattent bègue ong pour sortir de leur souffrance. Alors si toi, tu es africain, tu es ivoirien, et que tu n'as pas le courage de prendre le côté de l'Afrique, de ton peuple, parce que mine de rien, le fait de dire qu'on est panafricain, ça ne veut rien dire. Je le dis et je répète, être panafricain, c'est se faire remarquer. Sinon, la réalité, tout le monde est nationaliste d'abord. Et après, si vraiment tes actions que tu mènes sur le terrain vraiment touchent d'autres pays, comme ça a été le cas du président Laurent Gbagbo, alors on peut t'appeler panafricain. Mais dès lors que toi-même tu commences à te faire appeler je suis panafricain, c'est qu'il y a un problème. C'est que tu es dans le faux. Oui, tu es dans le faux comme les Kémi Séba qui sont musulmans, mais ils se font appeler Kémi Séba. Ils se font appeler Kémi Séba pour arnaquer les peuples africains. Oui, je le dis parce que vous savez la politique dans laquelle nous sommes. Vous savez dans l'émotion de la libération de l'Afrique dans laquelle nous sommes, il y a beaucoup d'arnaqueurs. Il y a des gens qui font de la politique
Je ne sais pas s'ils font juste pour trafiquer le peuple parce que vous savez, il y a beaucoup d'analphabètes, il y a beaucoup qui ne font même pas l'effort de faire des recherches sur les réseaux sociaux parce que aujourd'hui, je dis bien, l'Internet, tout ce que tu veux savoir, tu vas le savoir. C'est ça qui est la réalité. Mais quand vous laissez des personnes prendre des noms kamites, se faire passer pour des kamites, se faire passer pour des révolutions, je suis panafricain, ce gros mot-là, c'est que le président Laurent Gbagbo porte, c'est un costume que le président Laurent Gbagbo porte simplement. Oui, ce costume-là, il ne l'a pas réclamé, c'est nous qui lui avons donné. Donc ceux qui tapent les tam-tams, je suis panafricain, je lutte pour la cause africaine, c'est un menteur, c'est un arnaqueur. Assimi Goïta aujourd'hui, il a tout pour être appelé panafricain parce qu'aujourd'hui, chasser la France de l'Afrique, il est en train de le faire. C'est difficile, mais il est en train de réussir ce combat-là. C'est un combat noble, c'est un combat panafricain. Quand on dit que tu es panafricain, tu dois commencer d'abord à libérer ton pays. Tu ne dois pas rester là à faire du yo-yo comme les Kémy Séba qui se promènent d'un pays à un autre pour vouloir distraire les gens. Parce que la lutte que nous menons, ce n'est pas une lutte de va-t-en-guerre, ce n'est pas une lutte de publicité sur les réseaux sociaux. Ce sont des gens qui sont prêts à aider leur peuple. Ce sont des gens qui sont prêts à mettre de côté le racisme, le mensonge qu'il y a. Parce qu'en Afrique, quand on dit les Africains sont racistes, ce n'est pas vrai parce que ce n'est pas possible. Je vous prends toujours l'exemple de nos différentes traditions. Est-ce que la danse de la panthère des Sénifo qui font au nord, est-ce que la danse Zaouli de Gouro, est-ce que nous nous battons parce que nous n'avons pas les mêmes cultures? Ça n'existe pas. Mais quand on arrive dans l'arène politique, c'est là que tu vas voir que les gens commencent à opposer les gens. Parce que la réalité, beaucoup ne comprennent pas qu'est-ce que c'est un projet de gouvernement. Quand le président Laurent Gbagbo s'avance sur la politique, sur la scène politique, il s'avance en tant qu'un Ivoirien de souche. Il proclame, il résout le problème des Ivoiriens. Il le fait pas parce qu'il veut faire plaisir à qui que ce soit. Il le fait parce que c'est une réalité, tu vois. Quand les gens ne mangent pas matin, midi, soir, ce n'est pas de la propagande, c'est une réalité. Quand on dit des Ivoiriens dorment au cimetière, ce n'est pas de la propagande, c'est une réalité. Quand des Ivoiriens meurent sous des tentes à Abidjan, ce n'est pas de la propagande, c'est une réalité. Donc avec ce genre de choses-là, les Ivoiriens du PPACI, dirigés par le président Gbagbo Laurent, disent aux Ivoiriens, levez-vous, allons-y prendre ce pouvoir-là. Donnons-le aux Ivoiriens pour que la Côte d'Ivoire puisse avoir à nouveau ce sourire qu'on avait à l'époque, ce coupé décalé qui faisait régner l'Afrique. Regardez aujourd'hui, les Ivoiriens, tellement ils sont en manque d'inspiration. Ce sont les soi-disant. Comment le PD a fait son truc là. Mais je suis choqué parce qu'aujourd'hui, le coupé décalé, personne n'écoute. Pourquoi? Parce qu'en Côte d'Ivoire, les gens ne sont plus inspirés. Pour être inspiré, il faut avoir des dirigeants qui sont sur place, qui font tout pour que les jeunes soient à l'aise. Si les jeunes ne sont pas à l'aise, ils sont choqués, ils sont traumatisés, ils ont des problèmes, ils n'ont pas d'argent, ils ne savent pas comment faire. Comment l'inspiration va arriver? On dit les Blancs sont des gens qui créent beaucoup, mais ils créent parce qu'ils n'ont pas de problème de nourriture. Pourquoi est-ce qu'en Afrique, c'est difficile d'avoir des talents sur nos sols concernant le football? Parce qu'un footballeur, quand il finit l'entraînement, il a des problèmes de manger. Il doit aller gras pour manger, il doit aller faire des petits tchin-tchin, des gombos pour avoir de quoi manger. C'est difficile dans ce cadre-là de pouvoir s'en sortir. Donc les amis, écoutons ici notre maman Odette Lorugnon et simplement, voilà. Ici, c'est notre mère, elle était à Zonfla, c'est-à-dire que à Saint-Fra. Voilà, dans la Maraoué. C'est là-bas que le président Lota quitte. C'est chez moi là-bas, Boisflé. C'est notre capitale. Donc, tranquillement, vous allez écouter notre mère et vous allez vous rendre compte que la politique, là, on fait ça avec sagesse. Vous voyez, la politique, on fait ça avec élégance. La politique, on l'a fait pour les Ivoiriens et non contre les Ivoiriens. Donc, vous qui êtes contre les Ivoiriens, revoyez-vous parce que nous autres, là, on n'est pas contre vous. Mais on va vous montrer que votre comportement ne va pas avec nous. Votre ADN, là, c'est opposé à la nôtre. Yes, papa. Donc, je voulais saluer ici mon frère Adramé Ndiaye. Sois salué, mon frère. Tu es un nom d'un Sénégalais. Je salue ça. Sois salué. Même si tu es sur le direct des Ivoiriens de souche. Je salue aussi mon frère Zamblé de la Côte d'Ivoire depuis sa position de Boisflé. Sois salué, mon frère. Soyez tous salués, vous qui êtes sur le direct que je n'ai pas encore vu
vos salutations. Je vous salue et je vous dis, partagez le direct pour que les Ivoiriens puissent profiter de la prophétie du président Laurent Gbagbo, de sa sagesse. Parce que le président Laurent Gbagbo, c'est sa sagesse. C'est le respect de la loi ivoirienne qui fait de lui quelqu'un d'exceptionnel. Les autres ne comprennent pas pourquoi est-ce qu'on aime autant le président Laurent Gbagbo. C'est parce qu'il donne l'opportunité, la chance à la jeunesse de pouvoir s'exprimer. Il n'essaie pas de bâillonner la population. Il n'essaie pas de démontrer à la population que c'est lui le plus fort. Non, il essaie de dire aux Ivoiriens, voici la loi. Qu'est-ce dit la loi? La loi dit ça, ok, allons-y comme ça. C'est la loi qui fait que quelqu'un, soit il est respecté, soit il est détesté. Écoutons notre maman et on va avancer. Je voudrais saluer les femmes. Je voudrais saluer mes soeurs. Depuis le matin, elles sont là, sous ce soleil. Hein? Vous êtes là. Je vous salue. Je vous dis merci d'avoir accompagné votre sœur, Diallo Nguessan Clémentine, cette battante. Cette femme engagée. Qui vous a dit que c'est les intellectuels seulement qui font politique? Qui vous a dit ça? Diallo vient de prouver. Et depuis des années, nous sommes ensemble. Elle est secrétaire nationale chargée de la région de la Marawi. Ça, c'est chez moi, hein? Voilà, souffrez. Cette manifestation-là, il y a longtemps qu'elle l'a prévue. Très longtemps. Mais compte tenu de ce que nous avons vécu, ça a été un peu retardé. Sinon, il y a très longtemps. Pagne là, il y a longtemps, quand Sangaré venait ici, là, elle m'a dit, la nationale, je t'ai fait campagne, j'ai mis ton nom dedans. Quand Sangaré venait, tu n'es pas venu. J'ai dit oui, j'étais en deuil. Et c'est ce plan qu'elle me donne aujourd'hui. Dites-lui merci. Il faut l'applaudir. Il faut applaudir Diallo Clémentine. Parce qu'elle défie ceux et celles qui se disent intellectuels. La femme au village, là, on dit celle qui conseille son mari, ça veut dire qu'elle fait politique. La nuit, quand le mari a une décision à prendre, il demande des conseils à sa femme. Quand le monsieur dit, demain je donnerai la réponse, c'est pour consulter sa femme. C'est pas ça? Voilà. Donc je voulais la féliciter. C'est une femme qui combat, qui se bat. C'est une femme battante. Il faut la féliciter, il faut être fier d'elle. Et aujourd'hui, elle dit le discours que vous m'avez donné là, je vais lire ça. Elle a lu. Et puis elle a terminé par nous. Parce que nous on fait là. Parce que nous on ne termine pas discours, nous on parle sans discours. Et puis elle a terminé. Diallo Nguessan, merci ma soeur. Merci beaucoup. Félicitations. Et c'est pour ça que je t'ai nommé SN régional. Et tu as joué ton rôle de SN. Merci beaucoup. Monsieur le ministre, nous on est chez nous, français, là c'est toi qui as parlé. Nous on ne parle pas français. Nous, on parle directement. Je voudrais donc dire merci à toutes ces femmes qui sont venues l'accompagner. Ce qui est politique, le ministre va en parler. De ce qui est politique. Mais je voudrais dire que le président Laurent Gbagbo, là, il est venu. Votre frère est venu. Votre enfant est venu. Votre fils est venu. Votre icône est venu. Votre président est venu. Votre chef est venu. Et il est là. Il fera le tour de la Côte d'Ivoire. Avec le ministre qui est assis là. Ils feront le tour. Personne ne peut l'en empêcher. Et personne ne peut l'empêcher de faire le tour de son pays. Personne. Il n'y en a pas dans cette Côte d'Ivoire qui peut l'empêcher. Il n'y a pas, ok. Vous avez entendu notre mère parler, Odette Lorignon, modèle, cette dame-là. Elle est une lionne. Et quand elle dit femme à courage, à cœur de garçon, c'est elle. Parce qu'elle est patiente. Elle fait la politique avec sagesse. Et quand elle prend le micro, elle ne va pas lire des discours comme certains dirigeants aujourd'hui qui ont commencé à lire des discours.
Quand tu commences à lire des discours, c'est-à-dire que tu n'es plus inspiré, tu ne parles plus à ton peuple. Ce n'est pas avec ton cœur que tu parles, mais tu parles plutôt ce que les gens veulent entendre. Tu vois, parler avec son cœur et puis dire ce que les gens veulent entendre, c'est très différent. Est-ce que vous voyez? Donc actuellement, notre mère sans papier, elle est en train de démontrer aux Ivoiriens, à ces personnes apeureuses qui disent que le président Laurent Gbagbo va être interdit de sillonner la Côte d'Ivoire, qui disent que Gbagbo Laurent, il est fini, qui disent que Gbagbo Laurent ne casse plus œuf, puis qui disent que le président Laurent Gbagbo va être empêché de sillonner la Côte d'Ivoire. Alors qu'en Côte d'Ivoire ici, les gens qui ont tué les Ivoiriens, ce n'est pas Gbagbo Laurent. Les gens qui ont massacré le peuple ivoirien, ce n'est pas Gbagbo Laurent. Alors comment comprendre que celui-là même qui a protégé son peuple, celui-là même qui a failli mourir sous les bombes d'Alassane Draman Ouattara et de la France, celui-là, les Ivoiriens de souche vont l'empêcher de sillonner la Côte d'Ivoire. Vous savez que c'est faux et c'est archi faux. C'est de la naque publique. Ils veulent nous distraire. Ils veulent faire croire aux Ivoiriens qu'il y a des Ivoiriens de souche qui sont en Côte d'Ivoire et qui ne sont pas contents du retour du président Laurent Gbagbo. Alors que celui-là, comment comprendre? Celui qui vous a protégé, celui qui a permis que votre prix de cacao soit, je ne sais pas, 1000 francs, 1500. Celui qui a permis que l'anacade de nos parents du Nord soit payée à 1000 francs le kilo. Comment comprendre que celui-là ne puisse pas sillonner la Côte d'Ivoire? Parce qu'aujourd'hui, ceux qui ont pris le pouvoir, ce sont des étrangers, des étrangers qui ont pris le pouvoir et ils règnent que par la violence, la terreur. Oui, parce que quand il fait peur aux gens, les gens se plient dans leurs coquilles. Oui, c'est ça le cas de certaines personnes qui sont arrivées à Abidjan aujourd'hui. Après avoir nourri les moutons, ils se promènent de bureaux des RDA en RDR. Ils se font recevoir par des foules immenses. Mais de quelle foule il s'agit? Parce qu'on se connaît entre nous Ivoiriens. RDR, militant de RDR ne peut jamais accueillir Gbagbo Laurent. Ça n'existe pas. C'est la même chose comme les militants du PPACI. C'est-à-dire que les Ivoiriens de souche ne vont jamais accueillir Alassane Draman Ouattara. Vous-même, vous voyez, c'est une réalité. Donc, dès lors, vous voyez quelqu'un est parti être accueilli par les étrangers d'Alassane Draman Ouattara, comprenez l'affaire là que le gars a tourné sa veste. Mais hélas, nous, on n'a que faire de ça. On va vous démontrer en 2023 qui a mis l'eau dans le coco. Et ça, je compte sur les Ivoiriens parce que les Ivoiriens vont s'arranger de toute sorte que notre mère sorte digne et qu'elle puisse remporter les élections à Tekoubé haut les mains, parce que c'est comme ça. À Tekoubé, c'est chez elle, elle va démontrer, elle était déjà députée là-bas, ce n'est pas petite mairie là qui va faire qu'elle va trembler. Je dis aux Ivoiriens, ne vous laissez pas intimider. Gbagbo Laurent ne l'a pas fait, ce n'est pas nous qui allons être intimidés. Je dis et je répète, ce n'est pas parce qu'ils veulent brimer les Ivoiriens qu'on va retourner dans nos croquis. Ça, on ne va jamais le faire. Ça, c'est du passé, parce que nous avons connu pire que ça. Nous avons connu des rebelles qui étaient 2 mètres comme Ouattao. Nous avons connu des gens 2 mètres comme Ibé. Nous avons connu des gens comme Ahmed Bakayoko qui crachaient le feu. Aujourd'hui, toutes ces personnes-là, ils sont dans des tombes. Ce sont des personnes presque invisibles à l'œil nu. Parce que la politique, ce n'est pas la guerre, ce n'est pas la violence, ce n'est pas l'intimidation. La politique, c'est de proposer quelque chose à ton peuple, à ceux que tu veux gouverner demain. Tu ne peux pas vouloir gouverner quelqu'un et vouloir brimer cette personne, intimider cette personne. C'est pour cela que Gbagbo Laurent a toujours fait plaisir aux Ivoiriens. Quand tu passes, il n'est pas obligé de se promener avec des valises de papier, parce que ceux à qui il parle, ce sont ses parents, ce sont ceux-là même qui le lisent, ils connaissent leurs problèmes, il entend parler de ce qui se passe, il voit ce qui se passe. Comme il nous disait quand il était à Bruxelles, j'entends tout, je vois tout. Et ça, vous devez vraiment assimiler ça. Vous devez l'enregistrer profondément en vous. Le président Laurent Gbagbo, il voit tout, il entend tout. La magouille des gens qui se fait dans le noir, le président Laurent Gbagbo va finir toujours par les démasquer. Parce qu'en 2020, ils ont voulu tuer des Ivoiriens et accuser le président Laurent Gbagbo. Il leur a dit, je ne suis pas dans les affaires là, je me retire. Aujourd'hui, ils ne savent pas qui ils vont accuser. Parce que s'ils accusent Bédié, ça va être trop lâche de leur part. Ils sont obligés de mettre des Ivoiriens, des pauvres Ivoiriens en prison. Alors qu'il y a des gens qui étaient dans leur camp pour ne pas dire que à moi, ça quoi la même, à moi, quoi la, le toka là. Le ministre de les Mamadou Koulibaly, les Simon Neve, ils étaient tous là-bas au stade.
mais personne n'est allé en prison. Ils ont ramassé des pauvres Ivoiriens pour jeter en prison pour un troisième mandat que eux-mêmes ils savaient que c'était illégal. Mais bon, hélas, vous connaissez, quand on est sous une dictature, la vérité n'a plus sa place. Faut appeler Gbagbo Laurent, faut appeler PPACI pour pouvoir redresser la tête, pour dire qu'on n'est pas d'accord avec cette forfaiture. On n'est pas d'accord avec la gabegie financière qui se passe en Côte d'Ivoire. On n'est pas d'accord avec le fait qu'on ne mette pas en prison des gens qui ont détourné près de 100 milliards. On n'est pas d'accord qu'on prenne l'argent du contribuable ivoirien pour financer la clé d'Alassane Draman Ouattara qui prend notre argent pour aller construire des entreprises en son nom et cette entreprise-là, demain on nous dit oui, ça appartient à telle personne. Notre argent doit servir aux Ivoiriens, doit permettre à nos petits-enfants, nos enfants de vivre mieux. En Europe, nous vivons mieux, c'est parce que leurs parents, leurs ancêtres ont pensé à l'avenir de leurs enfants qu'aujourd'hui, les petits-enfants vivent mieux. Nous le faisons au PPACI parce que nous savons que le PPACI est ce parti-là même qui va changer l'avenir de la Côte d'Ivoire. Sous ce, les amis, je voulais vous emmener à l'international. Cet international où les gens ont souvent tendance à me bloquer parce que vous savez très bien que l'international, c'est un sujet vraiment très sensible. Quand je vais m'amuser, m'azader, à aller là-bas, vous allez voir que soit ils vont me bloquer, soit ils vont supprimer mon compte. Mais vous-même, vous savez que moi, j'ai que faire de ça. Parce que moi, je suis le fils du président Laurent Gbagbo. On ne peut pas nous intimider. Nous, là, c'est comme ça, c'est intimidation, là, ça ne marche pas, nous. Donc, les amis, écoutons ici Macron, qui hier, lui disait que, oui, c'est normal qu'on puisse soutenir l'Ukraine. Mais dommage qu'aujourd'hui, ce même Macron-là retourne sa veste et dit qu'il faut donner des garanties, des gages au président Poutine. Mais hélas, est-ce que ce n'est pas déjà trop tard? Est-ce que ce n'est pas parce que lui-même il est en train d'anticiper son départ forcé en France? Parce que mine de rien, aujourd'hui les Français en ont vraiment marre de ce régime tocard, bancal de Macron. Oui, il aurait souhaité que la France gagne la Coupe du Monde pour pouvoir lui donner un peu je sais pas, de joie, pour pouvoir au moins se relancer à très prochainement son départ du pouvoir. Parce que ce qui est en train de se passer en France, c'est de la magie. Oui, voir les Français qui sont dans la souffrance comme si on était au Niger. Voir les Français qui dorment avec la moitié des lampadaires. Voir les Français qui n'ont plus de chauffage. Parce qu'il faut mettre le chauffage 6-16, 6-12, 6-15, c'est la magie. C'est-à-dire que 16 degrés déjà, il fait froid, les amis. Oui, moi je suis passé par l'Égypte. Quand je suis quitté en Afrique, je suis arrivé en Égypte, à 16 degrés, mais il faisait vachement froid. Donc imagine quelqu'un qui est chez lui à la maison, il règle sa température à 16 degrés. Et avec ça, on dit que ça va bien, ça va aller. Écoutons ici ça et puis on va avancer. Sécurité collective, hein, c'est l'article 42,16 du traité de Lisbonne. Où il parle de cette visite dans cette interview qu'il a donnée au Monde. Il parle de l'OTAN et de l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Eh bien, qu'en dit-il? Ça ne serait pas forcément une bonne idée selon lui, en tout cas pas tout de suite. L'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN serait perçue par la Russie comme quelque chose de confrontationnel. Ça n'est pas avec cette Russie-là que vous pouvez l'imaginer. Sur le fond, il a sans doute raison, c'est pas le moment, sauf qu'il va encore plus loin au sujet d'une Ukraine. On s'arrête là. A dit c'est pas encore le moment. C'est-à-dire c'est quoi le problème avec eux? Parce que les gens sont en train de mourir. Moi, vous savez pourquoi je ne m'étale pas sur cette situation d'Ukraine? Parce que je me mets un peu à la place des Ukrainiens et je sens la douleur que nous avons eue quand la France bombardait la Côte d'Ivoire. C'est un peu le même cas. C'est-à-dire que tu vois, tu as la volonté, tu as l'envie d'en découdre avec la France. Mais tu ne peux pas parce que tu n'as pas les armes, tu n'as pas les moyens. Les Européens n'ont pas les moyens de combattre la Russie. Mais ceux qui payent les prix forts de tout ça, ce sont les Ukrainiens parce qu'on ne dit pas à ces Ukrainiens, oui, la France ne peut pas vous protéger. On ne dit pas aux Ukrainiens, oui, l'OTAN ne peut pas vous protéger. On ment aux Ukrainiens en disant qu'on va vous fournir des armes, on va vous fournir des armes, on va vous fournir plus sophistiqué, c'est ça. Alors qu'ils n'ont pas plus sophistiqué. Parce que s'ils avaient plus sophistiqué que ce que la Russie a, il y a longtemps qu'ils ont attaqué la Russie. Je vous le dis parce que les Européens, ils ne jouent pas avec le travail. Quand ils touchent les
porte-monnaie, ils vont t'attaquer frontalement. Ils ont détruit l'Irak, ils ont détruit la Libye. Ce sont des gens qui n'ont pas d'état d'âme. S'ils sont en train de traîner actuellement en Ukraine, c'est parce qu'ils ne sont pas plus forts que la Russie. C'est parce que les petites magouilles là ont pris les fins. Mais que faire? Ceux qui souffrent, ce sont des Ukrainiens. Ceux qui meurent, ce sont les Ukrainiens. Ceux qui n'ont plus de chauffage, ce sont les Ukrainiens. Mais pourquoi est-ce que ces personnes-là ne réfléchissent pas à ça et qui mettent fin à cette guerre? Quand un dirigeant se lève pour dire que je veux qu'on mette fin à cette guerre ou qu'on commence à négocier, automatiquement ce dirigeant-là, il devient un diable. Vous avez vu aujourd'hui en France, les gens ont commencé à manifester. Parce que hier, Macron a dit que non, lui voulait qu'on négocie avec Poutine. Vous voyez qu'aujourd'hui, les États-Unis mettent une pression sur les différents pays-là. Vous avez vu ici, en Allemagne, ils ont voulu faire coup d'État. Pour la première fois dans l'histoire de l'Europe, moi j'ai entendu bruit de coup d'État sur un pays européen. Pourquoi? Parce que les Allemands ne voulaient pas livrer les armes aux Ukrainiens. Alors, pour les mettre la pression, on dit oui, voici. Et les mêmes méthodes que les gens utilisent en Afrique, c'est les mêmes choses qu'ils font ici en Europe pour mettre la pression sur les différents dirigeants. Vous allez voir si Macron continue dans ce qu'il a commencé, parce que ceux qui vendent les armes à l'Ukraine, on dit on vous fait don de tel nombre d'armes. Mais ce n'est pas don, ce n'est pas non plus des prêts gratuits, c'est de l'argent qu'ils investissent que l'Ukraine va devoir les payer. Ce qu'ils font en Afrique, c'est ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui en Europe. Les trucs qu'ils cachaient avant en Afrique, c'est-à-dire que la même France, là, elle donne les armes au pouvoir en place, elle-même encore, elle vend les armes encore aux rebelles. Mais le problème cette fois-ci, c'est qu'il n'y a pas de rebelles en face. Celui qui est en face, là, lui-même, il a ses propres armes. Celui qui est en face, là, il a le gaz. Celui qui est en face, là, il a le diamant. Celui qui est en face a les moyens de les combattre. Mais comment ils vont faire? Ils ne peuvent rien faire. Ils tournent en rond. Ils tournent en rond. Mais combien de personnes vont mourir avant que vous décidez d'aller mettre fin à cette guerre-là? Combien d'Ukrainiens vont devoir fuir leur pays? Combien de bombes ils vont tirer sur les Ukrainiens avant que vous décidiez à mettre fin à cette guerre? Parce que ceux qui souffrent actuellement, ce sont les Ukrainiens. À l'époque de Draman Ouattara, sous le président Gbagbo Laurent, le président Laurent Gbagbo n'a jamais voulu qu'un seul Ivoirien meure en Côte d'Ivoire. Il a voulu négocier par tous les moyens. La fois passée à Zopé, il a dit ça encore concernant Soro-Guillaume. Il a dit pour ne pas tuer des Ivoiriens, je suis allé négocier partout et j'ai dit Soro-Guillaume, allons chez ton patron, lui qui t'a envoyé là, on va négocier l'affaire. Parce que le président Laurent Gbagbo connaît la force de destruction des Européens. Et c'est ça là, il a anticipé pour économiser les morts en Côte d'Ivoire. Marina Ouraga, sois saluée ma soeur. Pour économiser les morts en Côte d'Ivoire, le président Laurent Gbagbo s'est plié en 10 pour faire de ce rebelle, cet aigri, ce méchant, cet homme incapable, cet homme qui n'est même pas fichu de reconnaître le bienfait. C'est ça aussi la réalité. Quand tu n'es pas gentil avec la vérité finit toujours par te prouver que ta méchanceté que tu vas faire, tu vas le payer. Soro-Guillaume est en train de payer sa méchanceté qu'il a fait au président Gbagbo Laurent. Draman s'est fait humilier parce qu'il a été méchant envers le peuple ivoirien, envers ces différents soldats que les enfants ont besoin d'eux. La réalité aujourd'hui, la guerre en Ukraine, ça ne sert qu'aux Américains. Ça ne sert pas aux Ukrainiens. Ça ne sert pas aux Russes. Ça ne sert à personne à part les Américains. Et les Américains vendent les armes sur le territoire de quelqu'un d'autre. Mais comment vendre ces armes-là d'une manière légale? Alors on dit aux Ukrainiens, on va vous prêter 1 milliard, on va vous prêter 17 milliards, mais vous savez que cette guerre n'a pas commencé. Hier, nous sommes près de 10 mois de guerre maintenant. Mais ce n'est pas de la magie. En 9 mois de guerre, vous n'avez pas encore trouvé la solution pour renverser la Russie. C'est qu'il y a un problème. Parce que toutes sortes d'armes sont déjà arrivées en Ukraine, que ce soit pour les Allemands, que ce soit pour les Polonais, que ce soit pour les Français. Il y a eu tous les meilleures armes de tous ces pays européens sont déjà arrivés en Ukraine, mais ça n'a même pas fait bouger la Russie d'un iota. Quand la Russie se retire d'un territoire, ils viennent faire le vuvuzela en disant oui, nous avons mis la pression, nous avons récupéré. Vous avez récupéré quoi?
Vous avez récupéré quoi? Quand vous pouvez récupérer un territoire, c'est en bombardant, en fonçant sur l'ennemi. Mais vous, quand un ennemi se retire d'un territoire, cela ne veut pas dire que vous avez gagné. Vous voyez? Donc actuellement, les Européens n'ont pas d'armes pour combattre. Mais les Américains vendent leurs vieux stocks d'armes à l'Ukraine pour pouvoir prendre l'argent des Ukrainiens. Aujourd'hui, les Ukrainiens travaillent presque à crédit. Les Ivoiriens étaient dans ce même contexte-là. Draman Ouattara aujourd'hui, pourquoi il a endetté la Côte d'Ivoire? Parce que les armes qu'ils ont pris pour combattre le gouvernement du président Laurent Gbagbo, ce gouvernement qu'ils ont forcé la main à aller à la guerre. Parce que s'ils tenaient qu'au président Laurent Gbagbo, nous aurons récolté les voix. Et c'était la solution la meilleure pour empêcher d'avoir près de 3000 morts qui attendent Draman Ouattara et son fils Soro à la CPI. Ces 3000 morts qui font que les Kone Zakaria aujourd'hui ne veulent pas quitter le pouvoir. Ces 3000 morts qui font que Draman Ouattara ne dort plus. Il cherche des solutions extraordinaires. Comment faire pour ne jamais arriver à la CPI? Parce que mine de rien, quand il va perdre le pouvoir en 2025, la meilleure solution qu'il aura, c'est d'aller se coucher à la CPI. Parce que je ne pense pas que toute sa vie, il va être protégé par les gardes du corps. Parce que les anciens présidents, même si on dit qu'ils ont des gardes du corps, mais le nombre d'Ivoiriens que tu as assassinés, les gens que tu as couillés, les gens que tu as humiliés, ce n'est pas 2-3 gardes du corps qui vont t'empêcher, qui vont empêcher que les gens te fassent du mal. Donc les gens comme Draman Ouattara, ils connaissent leur sort, ils savent ce qui les attend. Donc nous autres là, moi je vais vous dire merci d'avoir été sur le direct, merci d'avoir partagé le direct. Mettons-nous en tête que 2025, c'est pour nous les Ivoiriens. 2025, le président Laurent Gbagbo va redonner le sourire aux Ivoiriens, va redorer le blason de la Côte d'Ivoire. Mais les erreurs du passé, c'est du passé. Nous allons nous arranger que le passé ne revienne plus jamais dans le futur de 2025. Parce qu'il n'y aura plus jamais d'amnistie. J'ai dit à ces soroïstes-là, si vous avez l'intention de compter sur le président Laurent Gbagbo en 2025 pour vous amnistier, c'est que vous n'allez plus jamais rentrer. Parce que l'heure que vous devez rentrer là, c'est jusqu'en 2025. N'attendez pas après les élections, quand on va finir de bagarrer, aller prendre le pouvoir pour donner au président Laurent Gbagbo que vous allez venir nous casser les couilles avec faut admissier, vous ne serez plus jamais admissier parce que vous avez été au pouvoir. Vous n'avez admissié personne. Vous avez laissé tout le monde, Nimi Kaba, 10 ans de prison, 15 ans de prison. Les gens sont en prison, ça fait plus de 12 ans actuellement. Donc là, ne venez pas nous embrouiller. Si vous voulez le pouvoir, allez le chercher. Draman Ouattara est à Abidjan. C'est lui qui a votre pouvoir. Parce que quand le président va prendre le pouvoir, quand les Ivoiriens vont aller chercher ce pouvoir-là dans les urnes et le donner au président Laurent Gbagbo, wallahi, vous ne serez jamais admissible. Faites-moi confiance. Je suis là, vous savez. Moi, je ne cache pas ce qu'il pense. Donc les amis, je vous aime. Prions pour le président Laurent Gbagbo, que Dieu lui donne longue vie, que Dieu vous donne longue vie et que dans le nom du président Laurent Gbagbo, sachez que moi, je suis l'enfant de la Côte d'Ivoire. Je suis un Ivoirien de souche. Je ne vais jamais trahir le président Laurent Gbagbo. Je ne vais jamais trahir la population ivoirienne parce que ce que j'ai vu ici en Europe, je veux que les Ivoiriens en profitent. Les Africains puissent en profiter. C'est ça la réalité de la vie actuellement en Côte d'Ivoire. Marie-Ange Acho, sois saluée. Ouais, Gbagbo tes doigts, ça va gâter. C'est que si en 2025, on va donner tous vos crédits là. Tout ce qu'on doit, 2025, enrôlez-vous, allons-y voter Gbagbo. En 2025, on va tranquillement venir prendre le pouvoir, on va payer les crédits de tout ce qu'on doit. Je vous aime. À demain, bueno direct. Ciao, ciao.